Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a sur la table un seul document, mais c'est une véritable pépite de diplomatie. Ah oui. Il s'agit d'un communiqué de presse officiel du ministère de l'Information de la République de Gambie, qui est daté de ce dimanche 23 novembre 2025. C'est ça. Notre mission, ça va être de déplier cette simple page pour comprendre une situation politique assez tendue qui se joue en ce moment même entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est un document qui est passionnant dès la première ligne, je trouve. Le fait qu'il soit intitulé Final Draft Statement, donc version finale de la déclaration, Oui. Ça nous dit tout. Ce n'est pas une réaction à chaud, écrite à la va-vite. Non, c'est clair. C'est le fruit d'un processus où chaque mot, chaque formule a été pesé, négocié, validé au plus haut niveau. Donc, notre travail, ça va être de lire entre les lignes. La vraie histoire, elle se cache dans les nuances. Parfait. Alors, avant de plonger justement dans ces nuances, commençons par le plus simple, les faits. On met de côté l'interprétation 1 minute et on pose les bases. Que nous dit ce document, noir sur blanc ? Alors, les faits bruts sont assez clairs. Le personnage central, c'est Monsieur Issa Tiroma Bakary. Le communiqué prend bien soin de le décrire comme un leader de l'opposition camerounaise qui a contesté les récentes élections. D'accord, son statut est posé. Voilà, son statut politique est posé. Et ensuite, point crucial, on apprend qu'il est arrivé en Gambie le 7 novembre 2025. Attendez, le 7 novembre, mais le communiqué est daté du 23, ça veut dire qu'il y a eu plus de 2 semaines de silence radio complet entre son arrivée et l'annonce. Ça, c'est pas anodin, ça. C'est un indice énorme. Un décalage de 16 jours dans une affaire aussi sensible, ce n'est pas de la lenteur administrative. Non, bien sûr que non. C'est le signe d'intenses négociations en coulisses. On peut imaginer que pendant ces 2 semaines, la Gambie a discuté discrètement avec le gouvernement camerounais, qu'elle a consulté ses partenaires. Pour éviter une crise ouverte ? Exactement. Ils ont attendu d'avoir un cadre solide avant de communiquer. L'annonce publique, ce n'est pas le début de l'histoire, c'est l'aboutissement de toute une diplomatie secrète. D'accord, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et du coup, quel est le statut officiel de Monsieur Bakary en Gambie ? Le texte utilise l'expression « accueilli temporairement ». Qu'est-ce que ça veut dire « temporairement » dans ce jargon ? C'est très vague. C'est volontairement vague. Et c'est ça qui est brillant. Temporellement, c'est un mot en or. Ce n'est pas en asile politique. Non, ça serait beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort et perçu comme une agression par le Cameroun. Ce n'est pas non plus une visite officielle. C'est un entre-deux parfait. D'accord. En utilisant ce mot, la Gambie envoie plusieurs messages. Au Cameroun, elle dit « Calmez-vous, ce n'est qu'une solution de passage ». Et à la communauté internationale, elle dit « On offre un refuge, le temps de trouver une solution ». Ça permet de gagner du temps. On sent déjà toute la prudence, mais elle va encore plus loin, cette prudence. Pour justifier cet accueil, le communiqué parle de bases purement humanitaires et de l'esprit de la solidarité africaine. Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un acte aussi politique peut être purement humanitaire ? Vous mettez le doigt sur le cœur de leur stratégie. Bien sûr que c'est un acte politique. C'est même éminemment politique. C'est peut-être l'un des actes les plus politiques qui soient. Mais l'enrober dans ce langage de l'humanitaire, c'est un coup de maître. C'est un bouclier rhétorique. Ça leur permet de se placer sur un terrain qui est moralement inattaquable. Qui peut être contre la vertu, c'est ça. Exactement. C'est une façon de dire « on n'interfère pas, on ne prend pas parti, on agit simplement pour protéger une vie humaine ». Et il renforce ça en précisant que le but est d'assurer sa sécurité. Ah oui ? Sans le dire explicitement, cette petite phrase sous-entend que sa sécurité n'était plus garantie au Cameroun. C'est une façon polie, mais très claire, de reconnaître la gravité de la crise là-bas. D'accord, ils se créent une position de neutralité vertueuse, mais ils doivent bien savoir que le gouvernement de Yaoundé ne va pas voir les choses comme ça. Accueillir un opposant, même pour l'humanitaire, c'est une provocation potentielle. Comment ils tentent de désamorcer ça ? C'est là que le communiqué devient une véritable œuvre d'équilibriste. Après avoir posé cet acte fort, les diplomates gambiens déploient ce que j'appellerais une police d'assurance diplomatique. Ils offrent 2 garanties très fermes pour rassurer le Cameroun. Et quelles sont ces garanties ? La première, c'est qu'ils réaffirment leur engagement envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine. C'est un message direct. On respecte votre gouvernement, vos frontières. C'est ça. Et la deuxième garantie est encore plus cruciale. La Gambie assure qu'elle ne sera pas utilisée comme base pour des activités subversives contre un quelconque État. En clair, ils disent « Il est chez nous, mais il ne fera rien contre vous depuis notre territoire. » C'est exactement ça. C'est une promesse de neutralisation politique. Le message, c'est « On l'a accueilli pour le protéger, pas pour lui permettre d'organiser une opposition en exil depuis Banjul. »
Il est sous notre contrôle. C'est un package complet en fait. Absolument. D'un côté, l'acte humanitaire pour la scène internationale et de l'autre, les garanties de sécurité pour calmer Yaoundé. C'est un jeu incroyablement subtil. Et ce jeu, il ne le joue pas seul. Le communiqué révèle un autre acteur, et pas n'importe lequel. Il est fait mention d'un engagement avec les partenaires régionaux pertinents et un seul pays est nommé, la République fédérale du Nigeria. Pourquoi c'est si important de mettre le Nigeria dans la boucle? Le nom du Nigeria, c'est ce qui fait passer cette affaire d'un enjeu bilatéral à un enjeu de stabilité régionale. D'accord. Si la Gambie, qui est un pays relativement petit, avait agi seule, le Cameroun aurait pu essayer de l'ignorer ou de mettre une forte pression. Mais invoquer le Nigeria, ça change toute la dynamique. Parce que c'est le poids lourd de la région. C'est le géant politique, économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest. Un voisin direct du Cameroun en plus. Quand le Nigeria est impliqué, même juste comme partenaire de discussion, personne ne peut l'ignorer. Sa présence signifie que la crise camerounaise est désormais vue comme une menace pour toute la région. Ce n'est plus une affaire intérieure. Et quel est l'intérêt pour la Gambie d'avoir le Nigeria à ses côtés? Ça change quoi pour la médiation? Pour la Gambie, c'est une protection et une légitimation. Elle n'agit plus en son nom propre, mais dans un effort régional concerté. Ça la rend beaucoup moins vulnérable. Oui, je vois. Et pour la médiation, ça donne un poids considérable. La pression pour trouver une issue pacifique et négociée devient immense. Un appel au calme de Banjul peut être ignoré à Yaoundé. Mais un appel au calme de Banjul, co-signé par Abuja, là c'est pris très au sérieux. C'est une répartition des rôles en fait. Très stratégique. La Gambie fournit le terrain neutre et la caution humanitaire, et le Nigeria apporte le poids politique pour que tout le monde vienne à la table des négociations. C'est fascinant. Parlons un instant de la communication. On a dit qu'ils ont attendu plus de 2 semaines. Pourquoi finalement rendre l'info publique avec ce communiqué très formel pour diffusion immédiate, etc. Pourquoi ne pas avoir continué à gérer ça en secret? Parce que le secret a ses limites et ses dangers en diplomatie. S'ils n'avaient rien dit, la nouvelle aurait fini par fuiter. Une rumeur, un article? Exactement. Et à ce moment-là, ils auraient perdu le contrôle du récit. Le gouvernement camerounais aurait pu les accuser de cacher un ennemi de l'État. D'autres pays se seraient interrogés sur leurs intentions. Donc en publiant, ils prennent les devants et imposent leur version des faits. Ils s'emparent du micro, c'est un acte de transparence, mais une transparence totalement maîtrisée. Ils disent au monde, voici les faits, voici notre interprétation, et voici les règles du jeu. C'est une démarche proactive, très mature sur le plan diplomatique. Et tout à la fin, il y a cette promesse de continuer à tenir le public gambien informé. C'est juste une formule de politesse, hein? Je ne crois pas, non. Dans le contexte de la Gambie, qui a connu elle-même une crise post-électorale il y a quelques années, cette phrase a un poids particulier. C'est un message de bonne gouvernance pour sa propre population. Ah, d'accord. Le gouvernement dit aux Gambiens « On est engagé dans une affaire sensible, mais on le fait de manière transparente. Vous avez le droit de savoir. » C'est une façon de renforcer la confiance. La communication est autant à usage interne qu'externe. Alors, si on prend un peu de hauteur pour conclure, on est parti d'une simple page. Et en la décortiquant, on a une fresque diplomatique incroyablement complexe. Un opposant qui cherche refuge, un pays hôte qui joue une partition redoutable et une superpuissance régionale qui vient peser de tout son poids. C'est une parfaite synthèse. Ce court document nous révèle, premièrement, la gravité de la crise au Cameroun. On ne fuit pas son pays comme ça. Non. Deuxièmement, il met en lumière le positionnement de la Gambie comme un médiateur neutre. Troisièmement, il souligne que dans cette région, rien de majeur ne se résout sans les grandes puissances comme le Nigeria. Et enfin, il nous montre la puissance du langage où chaque mot est à la fois une arme et un outil de paix. Mais tout au long de notre analyse, on a vu le comment. Comment la Gambie gère ça. Mais le communiqué, lui, il reste très évasif sur le pourquoi de la crise. Et c'est là que se trouve la question finale, celle qui reste en suspens. Ce communiqué est un chef-d'œuvre de gestion de crise. Il vise à calmer le jeu, à créer un espace pour la négociation. Oui, il parle de discussion, de résolution pacifique. C'est ça. Mais il ne dit pas un mot sur la substance du conflit. Quelles sont les fraudes dénoncées? Quelles sont les revendications de l'opposition? Quelle est la nature des tensions? C'est volontaire pour ne pas jeter d'huile sur le feu, j'imagine. Évidemment. Mais cette absence nous force à nous poser une question fondamentale. Pendant que les diplomates s'activent pour trouver un arrangement entre les élites, qu'en est-il des causes profondes qui ont mis le feu aux poudres? Est-ce que l'objectif est de résoudre le problème ou juste de remettre le couvercle sur la marmite?
Et une solution négociée au sommet, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les citoyens camerounais? Ce communiqué nous montre comment on évite la guerre, mais il ne nous dit pas comment on construit la paix.